Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Donae, l'émission, vous le savez, qui parle des femmes, qui leur donne la parole, mais où les hommes sont toujours les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, notre invitée, férue de littérature et d'écriture qu'elle pratique depuis l'adolescence, cette professeure de français et écrivain à l'imagination fertile, amoureuse de son île, est l'auteur d'ouvrages variés, mais aussi d'une série mythique de polar corse, les fameuses enquêtes du commissaire Pierucci, qui rencontre un franc succès. Elle est avec nous aujourd'hui, c'est Marie-Hélène Ferrari. Avec elle, nous partirons à Bonifacio, où elle réside, sa ville de cœur, comme elle le dit. Elle nous en parlera avec amour et nous la fera découvrir hors des sentiers battus. Et puis après ce petit voyage insulaire, nous repousserons les frontières de l'île grâce au très beau reportage de Titouan Lamazou pour nous envoler vers la Mongolie à la rencontre de deux femmes, Nouligaï et sa petite fille, où le choc de deux générations entre tradition et modernité. Et puis enfin, ce sera la femme du jour, modèle ou héroïne pour notre invitée, qui nous la fera découvrir dans un instant. Restez avec nous. Bonjour Marie-Hélène Ferrari. Bonjour Francesca. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. On va parler de plein de choses, de votre écriture prolixe, de votre vie de femme, de votre vie à Bonifacio, de voyage également dans cette émission. Il y a une tradition pour commencer cette émission, c'est d'apprendre à connaître notre invité sous un angle un petit peu différent. Nous avons concocté pour vous une petite biographie grâce aux photos que vous nous avez données. On regarde, on va parler de vous et on se retrouve juste après ça. Marie-Hélène Ferrari est née le 14 mars 1960 à Nancy. Petite fille, elle est élevée par ses grands-parents, Marie et Jean-Pierre, ses parents étant souvent absents car très occupés par leur carrière. Une enfance choyée à la campagne où son grand-père l'initia à l'utilisation des plantes, mais aussi beaucoup à la lecture. La jeune Marie-Hélène manifeste déjà un fort goût pour l'évasion, aidée par une imagination débordante. Après une scolarité sans encombre, elle rentre au collège, un tournant décisif dans son parcours, car elle y rencontre son professeur de français qui détecte chez elle un talent pour l'écriture et la pousse sur cette voie. En 1977, elle obtient son bac scientifique et entreprend des études de droit à Dijon. Après un premier mariage, elle suivra son époux d'origine corse sur l'île, après la mutation de celui-ci à Ajaccio, et deviendra elle-même juriste dans un cabinet d'avocats. Parallèlement, elle continue à écrire et possède même quelques récits à son actif, mais sans les publier. En 1989, elle s'installe définitivement à Bonifacio avec son second mari Jean-Claude et ses 3 filles et reprend ses études. Elle veut devenir professeure de français. Pari tenu, elle obtiendra son CAPES de lettres modernes en l'an 2000 et deviendra professeure au lycée de Porto Vecchio. Un an plus tard, elle commence à publier ses écrits avec un premier ouvrage, Le destin ne s'en mêle pas, premier d'une série de polars qui se joue en Corse et dont le héros est un certain commissaire Pierucci. C'est le début d'une saga à succès qui la fera s'imposer dans le paysage du roman policier insulaire. Une saga à succès, Marie-Hélène, plein de choses. Vous avez commencé par des études scientifiques. Ensuite, vous faites des études de droit. Alors moi, j'aimerais une question qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est très riche, très varié. Vous avez une vie pleine de péripéties. Comment est-ce que l'on passe de juriste, ce que vous étiez votre premier métier, à professeur de français pour devenir ensuite écrivain? Je ne voulais pas être prof, en aucun cas, puisque mes parents étaient professeurs. Et c'était le métier au monde que je ne voulais pas faire. Donc, comme tout enfant de professeur, j'ai fait des études scientifiques, puisque maintenant, comme par le passé, c'est toujours les études qu'on cherche à faire privilégier à ses enfants quand ils peuvent les suivre. Mais ça ne me convenait pas du tout, ça ne me plaisait pas du tout. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis retrouvée à un stade de latence, parce que les lettres qui m'attiraient déjà, à ce moment-là, m'étaient interdites par mes parents. Et en fait, la faculté de droit a été une espèce de possibilité ultime. Je me suis donné 1 an pour réfléchir. Une fois que j'étais dedans, je m'y suis trouvée bien, parce que j'aimais les cas posés par la rigueur juridique. Disons que c'est un univers qui m'a plu sur le moment, donc j'ai mené ce cursus-là à terme. Et puis, je ne fais pas partie d'une génération où on était très contestataire dans l'enceinte familiale. Les parents vous mettaient dans une voie et on avait tendance à... Ou si on contestait, c'était quand même beaucoup plus raide que maintenant. Donc, j'ai suivi ce cursus-là, je me suis mariée dans cette optique-là. Et c'est quand j'ai retrouvé ma liberté que j'ai dit non, maintenant stop. Ce que j'ai toujours voulu faire, ce que j'ai toujours fait, c'était lire et écrire. Et donc, je reviens à mes premières amours. Donc, retour à l'écriture, à la littérature. Voilà, c'est ça. Alors, vous publiez aux éditions Clémentine en Corse, aux éditions Lantana en Italie. Première parution, Un goût amer et sucré comme le silence. Là, ce sont des nouvelles sur la vie de couple. Puis vient ensuite À peine un demi-siècle, un homme de la cinquantaine qui
refuse de vieillir. Le destin ne s'en mêle pas ensuite, là, le premier opus de la série du commissaire Pierucci. Et puis ensuite des ouvrages gastronomiques, de la science-fiction. Vous avez finalement plus d'une corde à votre arc. Où est-ce que vous puisez cette inspiration ? Dans la vie quotidienne, en fait, je suis quelqu'un de gourmand. Je ne parle pas seulement de nourriture, hein, mais gourmand de tout. Gourmand de rencontres, gourmand de relations, gourmand d'affection, gourmand de... Donc puis, très curieuse, je suis très curieuse. Mais curieuse, ça va jusqu'à la stupidité, parce que j'ai besoin de la maîtrise du sujet qui m'intéresse au moment où je suis dessus. Donc, ce qui explique... Puis souvent, quand j'écris un roman policier, j'ai un sujet social qui me vient à l'esprit. Quand j'écris quelque chose sur le couple, il me vient forcément le meurtre qui peut en découler. C'est difficile de Tout est relié, finalement. fractionner. Comment se passent vos journées ? Vous travaillez beaucoup, 15 heures par jour à peu près ? On va pouvoir regarder chez vous. Hein. On est vraiment dans un univers particulier, presque fantasmagorique, hein, très riche. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Vous levez tôt, vous travaillez beaucoup ? Je me lève. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aussi à un écrivain en herbe ? La rigueur, et il ne faut pas oublier que l'écriture est un travail avant d'être quoi que ce soit d'autre. L'écriture n'est pas un hobby. Il ne faut pas penser qu'on peut devenir écrivain parce qu'on a une belle plume. On est écrivain parce que tous les jours, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, on est ou en recherche c'est une discipline, l'écriture est une discipline et on doit lire beaucoup parce qu'il faut apprendre l'humilité. Des fois, j'ai des jeunes auteurs qui m'écrivent et qui me disent « je ne lis pas, j'ai peur d'être influencée ». Je pousse des hurlements parce que il faut être influencé, il faut être ouvert Il faut avoir cette vivacité de l'esprit qui fait qu'on peut manier la langue. Il faut accepter les univers des hein. autres. Et puis, il n'y a pas de toute façon, toutes les grandes œuvres actuelles sont pleines des œuvres qui les ont précédées. Ça n'existe pas des œuvres qui arrivent nulle part. Saint-Jean Perse ou Nietzsche prétendaient qu'ils n'avaient jamais rien lu, qu'il fallait brûler les bibliothèques qui étaient des cimetières. Mais c'est une énorme... C'est une ineptie, presque. Je ne peux pas parler d'ineptie en parlant de Saint-Jean Perse, mais... Oui, effectivement. Mais disons qu'il y a littérature qui jaillit de nulle part, ça n'existe pas. Très bien. Alors, on a vu dans cette biographie que vous avez des attaches à Bonifacio. Hein. Si je vous pose la question maintenant, un lieu où vous vous ressourcez, ce serait quoi ? La mer en général, non, pas la mer en général, parce que je me suis beaucoup déplacée sur les bords de mer et ça ne me fait pas cet effet-là. Mais le littoral bonifacien, oui, c'est sûr. Les falaises tout particulièrement. Et la partie, si vous voulez, en face de Bonifacio, on était allés ensemble. On va y aller justement. C'est juste de l'autre côté qui est un peu moins peuplé, qui est un peu moins habité. J'aime beaucoup cette partie-là. Alors, on va y partir justement à Bonifacio. Nous vous avons suivi dans cette ville médiévale superbe, hein, loin du côté bling-bling, hors saison, toute une ambiance, sobre et calfeutrée. C'est comme ça, Marie-Hélène Ferrari, que vous l'aimez. On y va. Bonifacio, c'est tout de suite. Bonifacio, ça a été peut-être le lieu, j'ai presque envie de dire l'entité humaine que j'ai le plus choisie au monde. Ce qui me plaît à Bonifacio, c'est sa solitude, sa singularité. C'est une ville qui finalement a beaucoup de traits italiens mixés à des traits corses, donc une ville qui a beaucoup de caractéristiques et puis elle a une histoire inouïe. Une histoire qui m'a passionnée, qui me passionne, qui continue à me passionner. La vraie Bonifacio n'est pas celle de l'été où on dirait un peu une prostituée maquillée, colorée et tout. C'est la ville de l'hiver qui n'est pas blanche du tout, qui est noire, qui est sinistre. Et j'aime cette ambiance, ce côté un peu lugubre. J'aime ça. Et puis, c'est pas une ville facile non plus. C'est pas une ville où les gens vous attendent... La porte ouverte, c'est une ville qui se mérite. Il faut du temps pour être bonifacien. J'aime beaucoup cet endroit, c'est là où je voulais vous emmener. Parce que vous voyez, on dit que la mort nivelle tout le monde. Mais à Bonifacio, c'est le seul endroit, je crois, en Corse, où vous avez des gens sans argent qui sont dans des emplacements à 1 million d'euros le mètre carré. Bêtise mise à part, parce que c'est un endroit magnifique, parce que c'est toute l'histoire de Bonifacio qui se trouve ici. Et puis parce que, je sais pas, le soleil brille toujours plus fort ici qu'ailleurs, je ne sais pas pourquoi.
Ce que j'aime en été, c'est on dit je vais juste faire une course et en fait on met 2 heures parce que tous les maîtres on dit bonjour, bonjour, bonjour et comment tu vas et comment vont les enfants et machin. C'est une famille Bonifacio. C'est à la fois un rejet très violent de tout ce qui n'est pas normatif et une famille. Ça va tout le monde? Et les enfants? Ça va bien aussi? Et vous? Moi, pour l'auto, j'ai eu 7 livres. Ah bah oui, 7 moi tomes. aussi, 7 tomes de livres de Oui, moi? oui. C'est maudite. Oui. Alors ici, on est au Café Niçois. C'est le lieu historique le plus important de Bonifacio, parce qu'on a été visiter les morts avant. Maintenant, on est chez les vivants et les bons vivants. Et c'est ma famille. J'attends que j'ai la retraite pour les lire, tu vois. On sera jamais à la retraite. J'apprécie d'aller en ville 2-3 jours et puis j'ai besoin de revenir très vite. Il me manque la mer, il me manque le vent, il me manque... Je pourrais plus quitter Bonifacio, c'est fini. Vous ne pourrez plus quitter Bonifacio, c'est fini. C'est vraiment un attachement très fort, très profond à cette ville. 3048 habitants à l'année, canton de Sartène, superficie de 138 km². Un très fort dynamisme pour Bonifacio lié à son port. Et puis des endroits superbes comme les plages Spérone, la Rondinare et Saint-Amande. Également l'escalier du roi Aragon, le phare de la Madonnette, les falaises, etc., etc. Mais vous, Marie-Hélène Ferrari, vous êtes un petit peu loin de tout ça. Vous préférez Bonifacio en hiver. Et c'est quelque chose de très profond. Oui, j'ai découvert Bonifacio en hiver il y a très longtemps, il y a presque 40 ans maintenant. Et je l'ai découvert quand elle était très sombre. Elle s'est beaucoup ouverte, elle est beaucoup plus. Les bâtiments sont repeints, les marines sont repeintes, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et j'avais été frappée par cette forme d'austérité que j'imaginais pas aussi intense. La religiosité aussi. Je suis très sensible à toutes les cérémonies qui rassemblent les Bonifaciens en termes de religion. Qu'est-ce qu'on fête à Bonifacio, justement, en termes de religion? C'est quoi la fête patronale? Alors, ça dépend des communautés, ça dépend des confréries. C'est un débat qui est un petit peu difficile. Il y en a beaucoup. Il y a 3 confréries. Et puis, il y a la communauté portugaise qui a maintenant ses propres fêtes. Donc, il y a beaucoup de manifestations. Comment on y vit l'hiver à Bonifacio? C'est très austère, vous le disiez. On y vit entre soi, vous avez vu. On y vit avec les gens qu'on connaît, tout est fermé. Donc on ne peut se rendre que dans des lieux qui vous sont ouverts, mais qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Et en vieillissant, je me rends compte à quel point ce chemin qu'on parcourt dans la ville, ou qui est ponctué par le bonjour à chacun, est constitutif de sa propre personnalité. C'est comme une espèce d'introspection qu'on peut y faire, une espèce de retraite, l'hiver à Bonifacio. On est seul avec soi-même. Mais Bonifacio, si vous arrivez à Bonifacio, vous ne voyez pas, vous voyez une masse. Alors que le Bonifacien repère l'étranger, repère la personne autre. Il a du flair. Oui, ou surtout le sens du groupe. Quels sont vos lieux de prédilection et on vous a vu avec des gens du Café Niçois. C'est vraiment authentique, là. Ce sont les vrais Bonifaciens. Là, c'est ma famille. C'est ma famille. Ce sont des cousins proches. C'est la vraie famille. Donc le Café Niçois, qui, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est le premier café emblématique de la ville. Oui, puisque c'est le plus vieux. C'était le seul autrefois. La famille Giovanna Angeli est une très vieille famille bonifacienne. Donc, oui, bien sûr que quand je vais à Bonifacio, c'est un endroit de référence. Après, j'aime beaucoup la Trinité aussi, qu'on n'a pas pu visiter, mais l'Ermitage de la Trinité est un endroit magnifique. C'est difficile parce que, vous savez, plus jeune, j'aimais le bruit des vagues. Maintenant, vieillissant, j'aime le bruit du vent. Donc, en fin de compte, on adapte le paysage. On se fait son paysage intérieur et on va chercher le paysage auquel on s'adapte. Alors maintenant, on va partir ailleurs. On était à Bonifacio, on va chercher un autre paysage à l'autre bout du monde, faire un voyage pour le moins des paysans, Marie-Hélène Ferrari, à la rencontre de 2 femmes de 2 générations différentes, Nouli Gaillet et sa petite fille, qui vivent en Mongolie intérieure, cette région autonome de la République chinoise. Un reportage de Titouan Lamazo et de Marc Jampolski. On regarde, on se retrouve juste après.
Après avoir traversé le monde industrieux, triste et pollué du nord-est de la Chine, je goûtais avec délice l'immense prairie de la Mongolie intérieure, exactement telle que je l'imaginais. J'y rencontrai deux femmes aux aspirations opposées. L'une, la vieille Nuligayima, était entièrement tournée vers un passé marqué par la révolution chinoise. Elle ignorait superbement le reste du monde pour se façonner un bonheur modeste à la mesure des ressources locales et traditionnelles. L'autre, la jeune Saren Tongala, grignotait les retombées d'une société de consommation inaccessible et tournait son regard au-dessus de la steppe vers les lumières de Pékin. Leur témoignage raconte cette croisée des chemins où se retrouve aujourd'hui la Chine, élevée dans le totalitarisme et maintenant séduite par le néolibéralisme. Nous sommes des nomades éleveurs de bétail. Non, je ne sais pas lire. Comment aurais-je pu apprendre? Nous ne connaissons pas nos dates d'anniversaire. Personne n'aurait pensé à les demander à nos parents. Les gens dans la misère ne s'intéressent pas beaucoup à leur histoire. Je garde des troupeaux. Tous les membres de ma famille sont des éleveurs. Oui, je sais lire. Je suis allée à l'école à l'âge de 9 ans, mais j'ai arrêté à 15 ans. Ma famille n'avait pas assez d'argent pour nous payer des études. Même si nous étions dans la misère, chacun de nous a réussi à s'en sortir et à fonder un foyer. Moi, je suis née à la fin de l'ancienne société et au début de la nouvelle. Je sais ce que la nouvelle société et l'élevage nous ont apporté. Mais il y a aussi nos proches qui nous ont beaucoup aidés. Aujourd'hui, les jeunes n'aident plus. Ils ne pensent qu'à boire. Oui, je crois que je suis pas mal jolie. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui me plaît parce qu'il ne fume pas. Il est honnête, il est gentil. Les autres garçons sont méchants. Ils font que des choses pas bien. Ils boivent et ils fument. Mon souhait, je sais pas, être fidèle à mes amis et au parti. Que mes enfants soient heureux. Travail, travail, l'élevage et rien d'autre. Voilà mon histoire. Je voudrais apprendre à utiliser l'ordinateur. Trouver un poste dans une société, gagner de l'argent. Je voudrais partir d'ici. La Mongolie intérieure, Marie-Hélène Ferrari. Un petit topo sur ce pays. La Mongolie donc intérieure fait partie des 5 régions autonomes de Chine depuis 1947. Sa capitale est Hohhot, à ne pas confondre avec la Mongolie extérieure qui, elle, est un pays indépendant. Une femme présidente en Mongolie intérieure, elle s'appelle Bu Xiaolin. Environ 24 millions d'habitants, différentes ethnies, les Han, les Mongols, les Mandchous. Petit territoire qui regroupe des richesses. Un très beau pays, des prairies verdoyantes, une grande partie de la muraille de Chine, le désert de Gobi. Je vous invite donc à le découvrir, pourquoi pas. Nous, Marie-Hélène Ferrari, l'on a découvert à travers ce reportage, à travers le regard de Nuligay et de sa petite fille, que vous inspire ce portrait croisé, ces deux générations qui s'opposent. C'est la fin d'un monde. La fin d'un monde qui a des valeurs, qui croit encore à quelque chose. Bien sûr, qui est attaché à son travail, qui est attaché à ses traditions, qui est attaché à un rythme de vie, mais qui est attaché, voilà, justement. Alors que la jeune fille, elle est portée par le vent vers quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Les règles sont diffuses. Mais c'est la Mongolie, mais c'est ici aussi. On a les grands-parents, enfin la génération précédente, type mon beau-père qu'on a vu en photo tout à l'heure, qui était ancré dans des traditions, dans des référents et tout, et la génération des jeunes qui est beaucoup plus
Axé vers la mondialisation finalement. La mondialisation, la perte de repères. Quand on regarde la petite, là, qui au demeurant est fort mignonne, mais elle pourrait faire une pub pour Zara sans l'ombre d'un problème. Et on a l'impression que c'est un peu dommage, c'est un peu... Regardez. Alors, ce pays est un pays où la femme a toute sa place, sans sexisme, dû notamment au mode de vie nomade de ses habitants, où il y a une forme de complémentarité entre les hommes et les femmes. Et puis, bon nombre, alors pas Nouligaya qui appartient à une autre génération, mais bon nombre des femmes en Mongolie sont très éduquées, beaucoup de médecins, beaucoup d'enseignantes. 71% des femmes sont éduquées, ont un travail, 49% d'entre elles sont cadres. Est-ce que finalement, c'est pas ça le secret de l'égalité, entre guillemets, l'éducation? L'éducation, si, c'est évident. L'éducation, le travail, les études. C'est évident. Pour la femme. Mais moi, je le vois en classe. En fait, l'égalité, j'ai même envie de dire la supériorité souvent, hein, parce que les filles sont mûres plus rapidement que les garçons. Et au lycée, puisque j'enseigne au lycée, souvent on a des jeunes filles qui sont plus volontaires, plus motivées, plus... Ah oui que... Elles en veulent plus? Oui, oui. Mm-hmm. Après, peut-être que ça s'égalise plus tard. Là, j'ai pas de référent pour en juger, parce que je suis maman de 3 filles, moi, donc j'ai pas de garçon. Donc je peux pas dire si ensuite les choses changent. Mais oui, l'égalité passe par l'éducation, c'est évident, bien sûr. Et l'émancipation de la femme passe également par le travail, bien entendu. Mais dans ce cas-là, c'est l'éducation des hommes aussi, parce que... Un bon entendeur salue, l'éducation des hommes, n'est-ce pas, messieurs? Pour certains en tout cas. On arrive presque à la fin de cette émission, Marie-Hélène Ferrari. On a pour habitude dans Donae de demander à notre invité de choisir une femme qui l'a inspirée, une espèce d'égérie, quelqu'un qui est un modèle. Vous avez choisi de nous parler d'Ursula Le Guin, précurseur de la littérature fantastique. Pourquoi ce choix? Parce que... je l'ai vécu et c'est un fait, si vous voulez, la littérature féminine n'a jamais eu la part aussi belle que la littérature masculine, en tout cas dans les pays européens. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Disons qu'elles sont plus revendicatives. Ursula Le Guin, elle est non seulement écrivain, mais en plus elle milite pour l'écologie, elle milite pour certaines formes de philosophie à pratiquer au quotidien. Elle fait partie des écrivains du XXe siècle. Hein. C'est dans les années 20, elle a commencé à publier, à écrire. C'est ça. Hein. Mais elle n'a pas du tout bénéficié de la notoriété qu'un Tolkien ou quelqu'un d'autre aurait pu bénéficier. Au contraire. Or, il se trouve qu'on lui a fait des emprunts qui sont quand même... et je mets emprunt entre guillemets parce que J.K. Rowling et son école de Poudlard directement... Harry Potter. Voilà, Harry Potter vient directement de Ursula Le Guin. Alors ça, c'est un scoop. Expliquez-nous pourquoi, comment, de quoi s'agit-il? Harry Potter, c'est Ursula Le Guin. Mais en fait, l'école de sorciers, la première école de sorciers avec uniforme, avec apprentissage, avec cursus, avec conflit entre le petit pabot et le grand riche, c'est dans le siècle de Terre et Mer qu'on le trouve. Et il a d'ailleurs souvent été reproché outre-Atlantique à J.K. Rowling d'avoir été pompé ses influences ailleurs, et à juste titre. Mais il n'y a pas qu'elle. Martin, le fameux auteur de Game of Thrones, son trône de fer, c'est pas lui non plus qui l'a inventé. Je veux dire, les hommes souvent arrivent à avoir une notoriété, une lumière. On m'a répondu une fois, mais c'est parce qu'ils font mieux. Non, c'est pas parce qu'ils font mieux, c'est parce qu'ils ont... vous savez, le mythe de l'auteur qui s'enferme dans son bureau, qui souffre, etc., c'est autorisé aux hommes. Ils ont ce crédit-là, en fait. Oui. Ils ont acquis ce crédit-là, chose que nous, moi, je les peux femmes, travailler 6 heures par jour. Quand quelqu'un veut taper à la porte de mon bureau et veut l'ouvrir, il l'ouvre et point barre. Et maman, est-ce que tu es là? Et maman, est-ce que j'ai faim? Et maman, et point barre. Je crois que de ce côté-là, il n'y a pas encore trop d'égalité. Alors, écoutez, Marie-Hélène Ferrari, on va terminer sur ces très belles paroles. Juste encore un mot pour présenter aux téléspectateurs qui nous regardent 2 de vos ouvrages. Le dernier qui vient de paraître, L'Ogre, aux éditions Clémentine, c'est quoi? Alors, ce n'est pas un roman policier, c'est un roman noir. Noir parce que ça parle du monde du crime, si vous voulez. C'est une biographie fictionnelle de mafieux corses notoires, mais que j'ai mélangé, que j'ai sorti de tout univers réel. J'ai simplement voulu comprendre comment un enfant court dans une cour de récréation et se retrouve un jour en train de tenir la moitié de la Corse entre ses mains. Qu'est-ce qu'il faut pour en arriver là? Donc c'est L'Ogre. Donc à découvrir. Et puis un autre ouvrage de 2015, celui-ci, mais qui est complètement différent, Philosophie d'une carpe amoureuse. Philosophie amoureuse d'une
carpe empaillée, pardon, excusez-moi. C'est- J'ai le titre alors- sous les yeux en plus. Philosophie amoureuse d'une carpe empaillée aux éditions Clémentine. Ça, c'est un récit Très rapidement. de solitude qui se finit bien. Voilà. Merci Marie-Hélène Ferrari, Merci à merci d'être vous, restée avec nous. Francesca. Merci Merci, à un vous de plaisir. nous avoir suivis. Et puis comme d'habitude, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles rencontres féminines d'ici et d'ailleurs. Ciao. Merci Marie-Hélène.